Bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce forum Afrique RSE Santé première édition que nous organisons avec Thierry Téné de la plateforme Afrique RSE qui nous rejoint. Moi-même, je suis Éric Maville, président de la commission santé du CIAN. Donc là, physiquement, aujourd'hui, nous sommes au CIAN, au secrétariat du CIAN, et en ligne avec un certain nombre de participants. Donc merci Thierry pour ce bel événement. C'est bon, parfait. Voilà, qui arrive à temps, à point nommé, et nous remercions évidemment l'ensemble des participants. Alors, une première chose qui montre que cet événement était très attendu, c'est que nous avons enregistré plus de 350 inscrits en tout, de différents profils, aussi bien majoritairement entreprises évidemment, hein, mais avec directeur RSE, directeur RH, directeurs généraux. Nous avons également des représentants de fondations, d'organisations internationales. Vous allez voir sur les différents panels que nous allons passer tout au long de cette journée, la diversité des profils et surtout des différentes structures avec aussi bien des organisations internationales, des représentants de l'industrie pharmaceutique, d'entreprises et d'organisations du secteur privé, l'OMS également comme institution et bien d'autres. Donc, je vais rapidement vous présenter le. Alors, il faut que j'aille sur la présentation. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Voilà, c'est que je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Tu peux la mettre en affichage? Ok. C'est là, c'est là. Okay. Oh, oui. Elle était déjà chargée, non? Je vais la recharger. Voilà. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Donc, rapidement, vous dire, voilà, les différents partenaires qui nous ont soutenus pour cet événement. Donc, nous sommes, je voudrais les citer parce que nous avons vraiment, nous n'aurons pas pu faire cette réunion aujourd'hui sans leur soutien. Ils nous ont beaucoup aidé dans la diffusion de l'information auprès de leurs adhérents, soutenus institutionnellement, et les trois partenaires médias, et l'agence 35 degrés Nord que dirige Philippe, et BizNews, qui est un partenaire média. Alors, la structure aujourd'hui de notre programme, je le dis pour ceux qui nous rejoignent, nous avons donc une session, nous avons donc découpé en 5 sessions le forum, avec une première session d'ouverture qui démarre maintenant. Donc, juste après ma courte introduction, nous aurons une keynote adresse par une allocution d'ouverture par Karl Manlan, qui est directeur des opérations de la fondation Ecobank. Après quoi, Thierry Téné de la plateforme Afrique RSE va nous présenter le premier baromètre RSE Santé Afrique, enfin plus largement de la RSE en Afrique, qui est pour moi un premier du genre, et il va le dire pourquoi, parce que c'est un travail qui a été assez exhaustif, qui a été fait sur plusieurs entreprises du SBF 120, plus 2. Et ensuite, nous allons enchaîner par le panel 1, qui sera modéré par Philippe Perdry, directeur général de l'agence 35 degrés Nord, sur le thème « Face à la crise, quelle politique publique et opportunités d'investissement pour améliorer la santé en Afrique ?» Et sur ce panel, je laisserai Philippe les présenter, mais nous avons vraiment le plaisir d'accueillir Gabriela Fessus de la Commission européenne, et Lydie Doussa, qui nous a déjà rejoint, qui est Senior Investment Director au niveau à la Banque publique d'investissement, et Corneille Traoré, qui est un expert de la commission de l'UEMOA et membre du comité de pilotage de l'agence de coopération de l'Union africaine. Voilà. Donc, je ne vais pas parler plus que ça, je voulais juste vous rappeler
des règles. Hein, donc, on va tenir le timing. Et je remercie encore tous ceux qui nous rejoignent sur ce live, sachant que vous aurez aussi une retransmission sur d'autres canaux. Voilà. Donc, je passe tout de suite la parole à Karl pour son 7-8 minutes, Karl, pour ton allocution. Et je te remercie encore de ton temps et de ton engagement. Vas-y, Karl, tu as la parole. Merci beaucoup, Eric. Donc, mesdames, messieurs, mon frère et ami Eric Maville me permet de suivre sur la base du protocole observé. Mon allocution d'ouverture s'intitule « La responsabilité sociétale d'entreprise à la croisée des acteurs informels ». Pour continuer. Karl, si tu nous entends, on a un petit souci pour t'entendre, ça coupe. À pousser nos économies. Karl, excuse-moi, tu m'entends? L'impact positif dans le domaine de la santé en Afrique. Je vous entends, est-ce que c'est mieux là? Oui, en fait, on a été coupé par moment et c'est haché. Donc, je pense que ça vient d'un problème de connexion. Ça vient d'un problème de connexion depuis chez toi. Écoute, on va recouper nos micros. En tout cas, tu peux couper peut-être ta visio, ta caméra pour économiser. Voilà, comme ça, voilà. Oui, merci pour suivre. Alors, petit souci de. Écoutez, je vais reprendre la main. Nous avons quelques petits soucis de transmission avec Karl. Moi, ce que je propose, c'est que tu prennes, on va retrouver Karl après, que tu prennes la main sur le baromètre et puis comme ça, on va retrouver Karl. Parce que toi, tu es là et on ne va pas les faire attendre. Voilà. Bon, écoutez, en attendant qu'on retrouve Karl, on va démarrer avec, avec Thierry pour la présentation du baromètre. Donc, Thierry, tu as 20 minutes et on reviendra ensuite sur la présentation, l'introduction que tu devais faire. D'accord. Merci encore à tous d'être connectés. Merci beaucoup, Eric, pour ce travail qu'on organise par rapport à cette rencontre. Donc, le baromètre, je tiens à associer justement l'une de mes collaboratrices qui a beaucoup travaillé dessus, Madame Jodelle Tambou. Vraiment, merci beaucoup, Jodelle, pour le travail. Mais effectivement, le plan du baromètre, dont vous aurez les faits marquants, les résultats de l'enquête qu'on a réalisé auprès des participants du forum et des parties prenantes de la RSE en Afrique. Donc, vraiment, c'est ciblé sur les personnes qui ont quand même de la connaissance sur cette problématique de RSE. Et ensuite, on a analysé, je développerai tout à l'heure, les entreprises du SBF 120 plus 2, donc je dirais pourquoi on a rajouté 2, qui ont des filiales en Afrique. Et enfin, il y aura des recommandations. Donc, quelques faits marquants, on va passer assez vite. Donc, en fait, les faits marquants ici, ce sont des faits marquants qui ont ou auront un impact sur la dynamique RSE en Afrique. Donc, c'est ceux-là qu'on a sélectionnés. Donc, vous avez le Pacte mondial et le réseau BILAB, donc qui ont mis en place un outil qui est le SDG Action Manager, donc qui permet effectivement aux entreprises de challenger leur démarche RSE au regard des ODD, des objectifs de développement durable. Vous avez des grands groupes comme Danone qui sont aujourd'hui, qui ont participé au test de cet outil et qui sont engagés dans cette démarche. L'ONU également a publié, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, a publié justement quel serait l'impact de la crise sur l'atteinte des objectifs de développement durable. Voilà. Et enfin, les Big Four se sont réunis, Deloitte, EY, KPMG et Price, sous la conduite du Forum économique mondial pour définir quels pourraient être les indicateurs mondiaux de reporting RSE. Donc ça, c'est vraiment une première à la matière d'harmoniser un tout petit peu au niveau mondial le reporting. Je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'on n'aura pas le temps. Voilà à peu près, comme la rencontre d'aujourd'hui, c'est sur la santé.
voilà à peu près, on a ressorti, rien que la slide, rien que ce que l'ONU dit en termes d'impact. Donc, pour l'ODD numéro 3, qui est en lien avec la santé, donc, après le Covid, l'ONU estime qu'il y aura des perturbations, qu'il y a d'ailleurs des perturbations au niveau des services de santé. Donc, ils ont fait ce travail pour tous les 17 ODD. Donc, ça, on mettra à disposition plus tard pour ceux qui intéressent. Slide suivante. Donc, les faits marquants, cette fois-ci, on regarde, donc on était au niveau international, global. Là, maintenant, on rentre au niveau européen et français. Vous avez le rapport Guémard 2019, dans lequel il insiste, il y a une enquête qui a été menée auprès des conseils économiques français qui sont pour la plupart basés en Afrique, et il insiste justement sur l'exemplarité en matière de RSE des entreprises françaises pour la relance des entreprises françaises en Afrique, qui est vraiment l'objectif de ce gros rapport. Et maintenant, il faut aussi un focus sur l'intérêt des partenariats entre les entreprises et les ONG. Vous avez l'autorité des marchés financiers en France, donc qui a publié un rapport pour dire comment améliorer le reporting extra-financier des entreprises, dont je ne veux pas développer. Enfin, vous avez France Stratégie, qui a publié il y a à peine quelques semaines plutôt, justement le premier rapport. Vous savez que en France est entrée en vigueur la loi Pacte. Donc, il y a eu donc France Stratégie qui a mis cette première analyse, donc dans laquelle on se rend compte que l'actionnariat salarié est très développé, il y a des chiffres. Il y avait l'obligation aussi pour qu'il y ait des fonds investis pour l'investissement socialement responsable au niveau des assurances vie. Donc là, c'est suivi. Surtout, ce qu'on veut relever ici et qui aura des répercussions en Afrique, c'est que dans le cadre de cette loi PAC, le gouvernement français, notamment via l'Agence des participations de l'État et BPI France, peut-être qu'Elodie en dira un mot tout à l'heure, s'engage, lui, à demander que les entreprises dans lesquelles l'Agence des participations de l'État et BPI France investissent, qu'elles soient des entreprises à mission. Donc ça aura un impact important justement pour celles qui ont des filiales en Afrique. Slide suivante, s'il te plaît, Eric. Donc là, vous avez le rapport du Sénat qui a été publié là, c'était au mois de septembre, donc il y a à peine quelques jours, sur la valorisation des entreprises responsables. Donc, ce rapport du Sénat met en exergue des points importants, notamment en termes de RSE dans les recommandations. Il faut faire un référentiel RSE pour les PME. Nous, on pense que ce référentiel-là, il faudra aussi voir comment on envisage pour l'Afrique. Il fait un focus très important sur les délais de paiement. Déjà ici en France, mais cet enjeu RSE est très important en Afrique parce que beaucoup de grandes entreprises internationales se financent via les PME à cause des délais de paiement, ce qui n'est pas considérable sur l'étranglement de ces PME quand on met trop de temps à les payer. Donc, ça, c'est valable pour on revient peut-être à la CA, s'il te plaît. Ça, c'est valable pour la France, mais aussi pour l'Afrique. Et aussi, le Sénat recommande qu'on puisse exclure du financement de BPI France des entreprises françaises, par exemple, qui ne seront pas en conformité RSE avec ce que demande l'Union européenne. Alors, il y a le cabinet Mazars qui a sorti un baromètre sur la RSE il y a quelques temps, où on voit que près de 53% des déclarations de performance extra-financières ont fait l'objet d'un commentaire de la part de l'organisme tiers indépendant. Et enfin, notre Big Four, EY, en partenariat avec Labrador et Tick'n'Bo, a publié également le panorama. Ce qui nous intéresse ici, c'est de regarder, c'est qu'il y a à peine 30% des comités d'audit qui revoient les données extra-financières et que seulement 9% des comités d'audit effectuent une analyse des indicateurs de performance RSE. Slide suivant. Le programme des Nations Unies pour le développement, donc, est en train d'accompagner les États africains pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Vous avez l'OADA qui a revu justement son document comptable pour intégrer la RSE. On peut passer. Et au Maroc, donc, l'autorité des marchés financiers a publié l'année dernière une circulaire pour l'engagement, pour l'obligation de reporting RSE des entreprises cotées, dont le premier rapport a été publié aujourd'hui. La BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement, a adopté une stratégie RSE. Au Cameroun, il y a un processus d'élaboration des politiques publiques en cours, une révision du document stratégique du pays avec prise en compte des ODD et accompagnement du PNUD. Et au Gabon, fait marquant très important, partenariat entre le gouvernement et
la Forest Stewardship Council, donc FSC, pour que toutes les concessions gabonaises soient labellisées FFC d'ici 2022, concessions forestières, j'entends. Slide suivante. Autre pays très exemplaire en matière de RSE en Afrique, la Tunisie, 2008, adoption de politique publique de RSE, et actuellement la bourse de Tunis est en train d'adopter des indicateurs pour le reporting RSE. Suivant. Maintenant, on a réalisé un questionnaire en ligne donc auprès de 108 participants, que ce soit au forum ou des parties prenantes de la RSE en Afrique, donc je vous donne rapidement le contenu. Ce qui en ressort, on a demandé les pays exemplaires en matière de RSE, donc vous voyez qu'il y a le Rwanda, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Sénégal, qui ressortent beaucoup plus. Slide suivante. Ensuite, on a demandé quelles sont les parties prenantes qui pourraient impulser la dynamique de RSE en Afrique. Donc, premièrement, ce sont les ONG. Deuxièmement, les entreprises elles-mêmes. Et troisièmement, les bailleurs de fonds. Un point important, c'est l'État qui arrive à la 6e position. Slide suivante. Et ici, donc, quels sont les partenaires? On a demandé les partenaires commerciaux de l'Afrique dont les investissements ont le plus d'impact positif. Et voilà, ça, c'était notre grande surprise. Le premier, c'est la Chine. Il y a tous les débats, y compris ici au CIAN et en France, sur les impacts négatifs de la France en Afrique. Mais là, aussi bien les Français que les Africains estiment que la Chine a le plus d'impact positif en termes d'investissement. Le deuxième ex-aequo, c'est la France et l'Allemagne. Voilà. Ensuite, en termes d'organismes de développement, en termes d'organismes de l'ONU, qui ont le plus une dynamique RSE en Afrique, dont le premier, c'est le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. On peut passer. Et en termes, on a demandé on a proposé au choix 11 banques de développement et on a demandé quelles étaient celles qui ont le plus d'impact au niveau de la dynamique RSE. Le premier, c'est la Banque mondiale. Le deuxième, la Banque africaine de développement. Le troisième, c'est l'Agence allemande de coopération. Et enfin, on a l'Agence française de développement qui est la 4e. Slide suivante. Slide suivante. Je ne passe plus les slides. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, super. On va passer comme ça parce que on revient. On revient parce qu'il y a un petit souci de connexion aussi. On est où là? On revient encore à gauche, à gauche. Oui, hop, hop. Voilà. Et on a demandé si la diaspora africaine pouvait être justement un levier en matière de RSE. Donc là, oui, à plus de 90%. Et comment la diaspora peut contribuer, sur la suivante, à la dynamique RSE en Afrique. Donc, en créant des fonds, des entreprises d'abord, des entreprises engagées RSE impact positif, et en créant surtout des fonds d'investissement impact positif en Afrique et en sensibilisant dans leur pays d'origine sur la dynamique RSE et en s'impliquant notamment aussi dans les projets RSE des grandes entreprises dans leur pays d'adoption. Slide suivante. Et enfin, quelles sont les entreprises, quels sont les pays les plus exemplaires en matière de ODD 3, donc Rwanda, Afrique du Sud, Maroc, voilà ceux qui reviennent le plus. Slide suivante. Et quand on a demandé, question ouverte, quelles sont les entreprises les plus engagées en matière de santé en Afrique, fait marquant, ça c'est la question où on a eu le moins de réponses. Donc, on a 50 personnes à peu près qui n'ont pas répondu. Et même dans ceux qui ont répondu, on a quelques-uns qui ont dit « ne sais pas ». Mais sinon, les entreprises qui ont été citées, vous avez Orange, MTN et Total. Et c'est en spontané. Hein, En spontané. Donc là, c'est en spontané. On n'a pas proposé des entreprises au choix. Ouais. On a demandé aux personnes de citer automatiquement. Donc, il y a d'abord un blanc. Et ensuite, on a ces quelques entreprises qui sont proposées. Ensuite, on a donné une série de propositions pour demander quels seraient les leviers pour impulser les politiques, pour impulser la RSE en Afrique. Donc, la première proposition, c'est l'adoption des politiques publiques de RSE. Et ça nous fait plaisir parce qu'on avait mené la même enquête, on a posé la même question il y a 10 ans pour savoir, donc c'était un baromètre, un questionnaire qu'on avait fait il y a 10 ans, en 2011 exactement, sur quels sont les leviers pour impulser la dynamique RSE en Afrique. Et la première réponse, c'était l'adoption des politiques publiques. Ensuite, ici, on a dit en plus de l'adoption des politiques publiques, il faut des avantages fiscaux et des avantages en termes d'accès au marché public pour les entreprises qui sont engagées RSE. Et troisième point, il faut demander un reporting RSE aux entreprises dans les pays africains. Slide suivante.
Maintenant, on revient au SBF 120. J'ai combien de minutes encore, Eric? Il te reste 7 minutes. 7 minutes, on a encore un peu de temps pour le SBF 120. Donc, on passe aussi, parce que je vais développer la méthode en donnant des chiffres. Voilà. Donc, comment on a procédé? Pour ceux qui ne connaissent pas, le SBF 120, ce sont les 120 plus grosses entreprises françaises, notamment qui sont cotées à la bourse. Donc, on a analysé le site Internet, 120 entreprises, et on a sélectionné 83 qui ont des filiales en Afrique, où tout le monde, on a pu retrouver qu'ils ont au moins une filiale dans un des 55 pays africains. On a rajouté à cela, à ces entreprises, à ces 83 entreprises du SBF 120 qui ont une filiale en Afrique, on a rajouté Aegis et Castel, parce que pour nous, Castel est un groupe très important en Afrique, le groupe Aegis notamment. Et ensuite, on a fait sur ces 85 entreprises des recherches sur 1123 pays en Afrique. On a mobilisé plus de 13 personnes. Ensuite, donc, ici, c'est la récurrence des actionnaire du SBF 120. Donc, en gros, on regardait quels sont les actionnaires. La récurrence, c'est le nombre de fois qu'on cite l'actionnaire. Donc, ce n'est pas le pourcentage de leur contribution à l'actionnariat de l'entreprise. Donc, vous voyez qu'il y a BPI France qui revient. Et souvenez-vous que BPI France, on a dit, qui est un levier pour lesquels les entreprises, même le Sénat, est en train d'impulser pour qu'il demande qu'il y ait plus de RSE des entreprises. On a le BlackRock, le fonds américain, donc qui est les deux que je cite sont en 4e et 5e position, mais surtout les plus importants. Vous avez vu l'actionnariat salarié qui se développe, donc c'est le 33%, enfin c'est le 26%, pardon, pour l'actionnariat salarié impulsé par la loi PAC, et le 33%, c'est la bourse, donc c'est le public, c'est la partie flottant. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui investissent à la bourse de manière individuelle. On a beaucoup plus de salariés et on a BPI France et BlackRock qui sont des investisseurs importants. Et aussi, notez bien, l'État français, donc on a l'État français, BPI France qui sont des structures qui peuvent avoir un impact sur l'investissement, l'orientation RSE, notamment en Afrique, des entreprises dans lesquelles ils financent. Slide suivante. 5 minutes. Donc, composition des conseils d'administration. Donc, on a par JAR, vous voyez, 42%. Donc, sur 1000, on a 1098 membres. Donc, 42% sont des femmes. Donc, là, vous voyez l'impact de la loi Copé-Zimmermann de 2011 avec l'obligation d'avoir au moins 40% des femmes du conseil d'administration. On passe. Donc, ici, comité exécutif. Donc, quand on demande maintenant pour les 85 entreprises la composition de leur comité exécutif, il y a à peu près 1007 membres. Et là, le nombre de femmes diminue de moitié, où on passe à 21%. C'est la suivante. Alors là, on a cherché au savoir quels étaient les Africains au niveau de ces entreprises du SBF 120. Quelle était la quantité? Donc, sur 1098, justement, membres au niveau des conseils d'administration. Donc, on a à peine 12 personnes qui sont africains ou d'origine. Suivant. Et là, ça, c'était au conseil d'administration. Et pour les conseils exécutifs, donc, on a 1007 membres au niveau du conseil exécutif et à peine 10 africains ou d'origine africaine. On a maintenant regardé les femmes. Donc, on a à peu près, 8 femmes d'origine africaine sur les 465 qui sont au niveau des conseils d'administration des 85 entreprises que nous avons analysées. Slide suivante. Donc, on a regardé maintenant au niveau des comités exécutifs. Donc là, on a 10 Africains. Et là, plutôt, ce sont les hommes qui sont plus nombreux par rapport au conseil d'administration auquel les femmes. Où on a 3 Africaines sur les 10 Africains qui sont au niveau des comités exécutifs. La suivante. Donc, ici, on a regardé les organismes tiers indépendants. Donc, je tiens à rappeler que les entreprises cotées dans les entreprises du SBF 120 ont l'obligation de publier les déclarations de performance extra-financière et quels organismes tiers indépendants, en général, ce sont les Big Four, doivent les analyser. Donc, on a regardé quels étaient ceux qui ont le plus fait sur les 85 entreprises. On passe. Et là, ce sont les ODD. Donc, ici, c'est la récurrence. On a recherché dans les déclarations de performance extra-financière quel était le nombre de fois dont les entreprises se positionnaient sur les ODD. Pour l'ODD numéro 3, sur la santé, donc à peu près 7%. Donc 7%, c'est assez élevé parce que le plus élevé des engagements, c'est 9%, qui est par exemple l'ODD numéro 8 et l'ODD numéro 9 en général, et le 13, donc la question sur le changement climatique, les entreprises sont très, très engagées. On va y revenir dans le cadre de notre travail d'ailleurs.
Slide suivante. Et si maintenant, là aussi, où grosse surprise et qu'il y aura des efforts à faire, c'est en termes de visibilité. On analyse 1127 entreprises, à peine 525 ont un site Internet, ou du moins, et parfois quand on dit même site Internet, c'est juste un lien à partir du groupe qui donne une information sur l'entreprise. Donc là, il y a vraiment un effort de transparence à faire sur les entreprises qui ont sur les filiales africaines, sur les filiales, où on ne trouve pas grand-chose. Déjà, le site Internet, et après, vous allez voir même la consommation. Donc, maintenant, regardez quelles sont au niveau des filiales, celles qui donnent au moins la composition pour la transparence de leur conseil d'administration. Donc, sur les 1127 filiales, à peine 31 nous donnent accès à la composition de leur conseil d'administration. C'est la suivante. Et on a cherché aussi à savoir quelles étaient les entreprises qui donnent la composition de leur comité de direction ou comité exécutif. On a à peine 32 sur 1127. Slide suivante. On a cherché ici à savoir quelles étaient les entreprises qui ont publié un rapport d'activité. On a d'abord cherché à regarder 2019, mais comme on ne trouvait pas grand-chose, on a élargi aux 3 dernières années. Mais là aussi, on a à peine 19 sur 1127. Slide suivante. Et là, on a cherché ici à savoir quels étaient ceux qui ont publié un rapport RSE au cours des 3 dernières années. Donc, on a à peine 12 sur 1127. Slide suivante. Et on a regardé ici, comme on a fait pour les sièges des groupes, on a cherché dans leur filiale, quels sont ceux qui font référence aux ODD dans les rapports RSE. Donc, on a bien dit qu'il y a 12 entreprises qui ont publié leur rapport RSE sur les 1127 et à peine 4 font référence aux ODD dans leur rapport RSE. Slide suivante. Au niveau, on a cherché à savoir quelles étaient les entreprises africaines qui étaient cotées à la bourse. Donc, sur les 1127, on a 26 qui sont cotées à la bourse. Et d'ailleurs, les entreprises qui ont publié soit un rapport d'activité, soit un rapport RSE au cours des 3 dernières années sont celles qui sont cotées à la bourse. Soit en Afrique, soit à la bourse de Paris, parce qu'on a des filiales africaines comme Total, qui sont comme Total Gabon, qui est directement cotée à la bourse de Paris. Slide suivante, 2 minutes. Il reste 2 minutes, donc, bon, on a cherché à savoir quelles sont les entreprises qui ont coté sur le marché boursier. On peut passer. Et les recommandations. Donc, on a 2 minutes pour s'attendre, pour s'attarder un tout petit peu sur les recommandations. Donc, au niveau des États africains, effectivement, c'est de mettre en place des politiques publiques, des RSE, comme l'a fait la Tunisie, comme le Cameroun est en train de le faire. Et cette politique publique de RSE doit insister sur un reporting RSE avec un organisme tiers indépendant qui doit valider les rapports, et que les entreprises qui sont engagées RSE aient plus d'accès au marché public et des avantages fiscaux. Et enfin, pour atteindre les objectifs de développement durable en Afrique, il faut qu'on ait un partenariat public-privé entre l'État et les entreprises pour justement atteindre les ODD. Et le deuxième acteur, c'est le Programme des Nations Unies pour le développement. Nous sommes profondément convaincus que la diaspora africaine doit jouer un rôle, justement, comme on a vu dans l'enquête au niveau de l'atteinte des ODD en Afrique, et que le Programme des Nations Unies pour le développement, qui accompagne déjà les États africains au niveau de l'atteinte des objectifs de développement durable, qui est la particularité des ODD, c'est que ça a été élargi au secteur privé, parce qu'on souhaite que le secteur privé s'engage énormément pour l'atteinte des ODD. Donc, le Programme des Nations Unies pour le développement peut organiser justement ce partenariat public-privé diaspora pour l'atteinte des ODD en Afrique, parce que la diaspora aurait plus confiance dans un système, y compris d'investissement, qui serait coordonné un petit peu par le PNUD. Et il faut publier notamment des guides et outils pour l'atteinte des ODD en Afrique en lien avec la RSE. On a l'OHADA. Donc, au niveau de l'OHADA, il y a eu justement la révision du Cisco OHADA en 2017 et 2018. Je pense qu'il est entré en vigueur, mais peu d'entreprises sont au courant qu'il y a une note 35 qui demande le reporting. Donc, il faut justement qu'il y ait plus de communication de l'OHADA sur cette obligation et surtout que ça entre en vigueur de manière effective avec la validation de cette note 35 et de ce reporting RSE par des organismes tiers indépendants qui sont en général des entreprises de commissariat au compte, des commissaires au compte. Et les marchés boursiers africains, on a dit, la Tunisie est en train de le faire, le Maroc l'a déjà fait. Effectivement, qu'il faut des déclarations de performance extra-financières pour toutes les bourses africaines, mais surtout que cette déclaration soit validée par les organismes tiers indépendants. Parce que pour le Maroc et pour, surtout on a vu quelques rapports RSE, bon, qui, voilà, peut-être qu'il n'y a pas, il faut vraiment qu'on ait là aussi une validation de ces rapports RSE
par les organismes métiers indépendants. Il me reste peut-être une minute, voilà, c'est seulement 30 secondes, c'est ma dernière slide. Donc, je peux avoir une minute, Eric. Voilà, 30 secondes. Donc, la diaspora africaine, comme ça a été dit, effectivement, doit pouvoir créer des fonds, pouvoir créer des entreprises le plus engagées RSE et à impact, créer des fonds RSE, ODD, hein, on a dit tout ça, peut-être en lien avec le PNUD de manière directe, sensibiliser sur la RSE dans leur pays d'origine. Les actionnaires des entreprises du SBF 120 qui sont vraiment pour nous des véritables catalyseurs parce qu'ils sont très sensibles à cela, donc doivent exiger la publication, surtout des rapports d'activité, parce que vous avez vu peu d'entreprises africaines publient leur rapport d'activité, du moins les filiales des entreprises françaises, donc il faut exiger cela et que la publication de ces rapports d'activité, ces rapports RSE soit élargie aux sous-traitants et soit validée par des organismes métiers indépendants et les entreprises du SBF 120 elles-mêmes au niveau des sièges. Donc, il faut un peu plus une africanisation des instances de gouvernance et il faut un engagement fort des sièges, des groupes du SBF 120 pour la RSE en Afrique qui va au-delà de la philanthropie. Parce que trop de philanthropie, on l'a vu dans les pratiques des entreprises africaines. À peine elles parlent RSE, elles renvoient à la philanthropie, ce qui ne permet pas de faire avancer la démarche. Et l'exemplarité de ces filières africaines, comme a dit le rapport Guémard, nous sommes convaincus que si l'engagement RSE de manière forte des filiales des entreprises françaises aura des répercussions très importantes sur le business, sur les parts de marché des entreprises françaises en Afrique. Il faut élargir cet engagement, notamment aux sous-traitants et aux fournisseurs de ces filiales avec une obligation de reporting validée par les organismes métiers indépendants. Parfait, merci Thierry. Merci de votre compréhension. Et enfin, on est disponible pour présenter ce baromètre de manière détaillée à chacune des entreprises pour détailler qu'est-ce qu'on a vu sur elles, sur les autres, etc. Merci, merci beaucoup. Voilà, merci Thierry. En tout cas, tu as fait un effort, je pense, pour tenir le timing. Ce travail, vous l'avez pu voir, il ne prétend pas complètement à l'exhaustivité, mais vous avez vu à quel point ce baromètre couvre plusieurs sujets et objectifs, de mon point de vue, un certain nombre d'éléments, souvent ou d'observation, ou d'intuition qu'on peut avoir, notamment si je reviens à la santé, l'ODD 3 et la place de l'ODD 3 dans le reporting RSE des entreprises et dans leur engagement sociétal, puisque nous sommes sur un forum qui parle de la santé, voir que cet ODD 3 finalement n'est pas en si mauvaise place que ça. C'est un engagement, certes, qui est là, mais qu'il faut renforcer, si on devait conclure. Oui, et surtout, il faut rappeler que dans les déclarations de performance extra-financière, les entreprises, si on s'engage sur l'ODD 3, il y a quelques-unes qui vont aller, par exemple, qui vont spécifier sur tel point de l'ODD 3, ce qui permet effectivement de fixer le cap. Si on prend le cas du groupe Wendel, qui est pour nous à fixer à peine 4 ODD. Et sur les 4 ODD, ce n'est pas dit ODD 8, c'est ODD 8.2. Et voilà ce qu'on s'engage. Donc, au niveau de la santé, il ne suffit pas de dire on s'engage pour l'ODD 3. L'ODD 3 a plusieurs sous-objectifs qu'il faut préciser dans cet objectif. Quel est le périmètre d'engagement de l'entreprise et quels sont ses objectifs sur 2-3 ans pour qu'on puisse suivre le reporting. Très bien. Mais écoute, on a dépassé un tout petit peu et Karl n'a pas parlé. Donc, Karl, si tu peux vraiment en 4 minutes nous faire ton adresse pour donner la parole aux panélistes qui suivent, parce que je sais que certains doivent nous quitter assez vite. J'espère que tu vas pouvoir on va essayer. Notre problème de connexion. Voilà. Essayer. Est-ce que la connexion est mieux là? Oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Vas-y. Alors, je pense qu'il y a une complémentarité parce que je vais parler ici de l'économie populaire, communément appelée secteur informel, représente un amortisseur social sans filet sanitaire adéquat. Ainsi, la majorité des Africains qui sont en emploi, trop souvent précaires, ne bénéficient pas d'un cadre permanent permettant de jouir d'un accès aux services de santé sans faille pour continuer à pousser nos économies. Dans le contexte formel, nous avons la RSE qui regroupe l'ensemble des pratiques mises en place pour les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable. Cependant, commerçants à Yamena, artisans à Vindo, couturiers à Casablanca, chauffeurs de matatu à Nairobi sont les grands absents de cette définition. Car quand bien même entrepreneurs ou présidents, directrices générales de leur structure, elles ne sont pas prises dans les statistiques des entreprises formelles, ainsi ne font pas partie de notre concept décontextualisé de la RSE. Nous savons que le secteur informel en Afrique est de petite taille et tourné vers les exportations. Fort de ce constat,
On ne peut penser que les entreprises publiques ou privées pourront être le levier du modèle de RSE tel que nous la connaissons dans des environnements où le tissu socio-économique s'est forgé au fil des progrès dans l'agriculture, dans l'industrialisation et dans la transformation structurelle de leurs économies. Ayant sauté certaines de ces étapes, nous ne pouvons espérer que le modèle produira les mêmes effets que ce que nous avons. Donc, si nous réussissons par exemple le pari de l'emploi, la RSE se focalisera sur les conditions nécessaires pour que les micro, petites et moyennes entreprises créent des emplois. Ainsi, à mon avis, toute personne qui a les moyens de se projeter dans le futur sera plus à même de prendre sa santé en charge. Alors, par rapport à la question, pouvons-nous considérer la RSE comme un levier dans le domaine de la santé en Afrique? A priori, non, car le modèle commun s'inspire des contextes différents, avec pour référence une contribution supplémentaire à l'aide au développement. Cependant, ce que la crise sanitaire a démontré est que ceux qui pouvaient se préserver en travaillant chez eux n'ont pas eu la même interaction avec le virus et les conséquences économiques qui ont perturbé leur équilibre précaire. La RSE ne peut pas résoudre ce problème car nous avons besoin de ressources sur le long terme. L'allocation annuelle n'est pas en adéquation et l'extension sur 3 années commence à donner une meilleure visibilité sur l'investissement de l'entreprise. Il y a cependant, à mon avis, une RSE contextuelle qui met en avant la possibilité de voir les entreprises du secteur formel prendre une plus grande option sur les questions de santé sur la base de leurs compétences. Si, quand nous avons, par exemple, une institution financière qui met la question du paludisme ou des maladies non transmissibles, elle a la capacité d'influencer les décideurs économiques et financiers avec lesquels elle interagit sur le besoin crucial de prioriser la santé, par exemple, dans la budgétisation de l'État. Il faut aussi, je pense, renforcer le plaidoyer stratégique et le professionnaliser dans nos institutions. Un autre point à considérer est la mutualisation des ressources du secteur privé pour endiguer des fléaux tels que les maladies tropicales négligées qui mettent nos populations rurales dans des conditions évitables et traitables. Nous ne pouvons plus nous limiter à des actions citadines car la majorité des Africains sont encore en zone rurale. Mon dernier point est sur le rôle de la diaspora et sa capacité à se mobiliser pour régler des problèmes spécifiques pour l'oncle, la tante ou la nièce. On pourrait bien imaginer un modèle où nous ne sommes plus seulement préoccupés par le bien-être de l'individu, mais plutôt par celui de la communauté en mutualisant nos ressources pour un modèle commun, pour un monde commun. Mais pour y arriver, la confiance en nos institutions nationales est primordiale. À la croisée des chemins, seulement l'union des forces en renforçant ce que nous avons fera la différence pour nos communautés. Je vous remercie. Karl, merci pour cette adresse et du poste d'observation où tu es. Je rappelle que tu es, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, directeur des opérations de la Fondation Ecobank et qu'effectivement tu apportes là un complément d'information et surtout un regard et une analyse qui complète l'étude et les chiffres que Thierry a présentés un peu avant. Donc, écoutez, nous avons dépassé un peu avec les problèmes de connexion. Nous sommes à 10h08. Je vais donc passer tout de suite la parole à Philippe Perdry, qui est directeur, je rappelle, général de l'agence 35 degrés Nord, qui va modérer le panel le premier. Donc, face à la crise, quelle politique publique et opportunités d'investissement pour améliorer la santé en Afrique? C'est la première thématique de notre forum aujourd'hui. Et il aura avec lui 3 intervenants qu'il va présenter. Philippe, je te passe la parole. Merci encore à tous. Merci Eric, bonjour à tous. Bienvenue donc à ce premier panel de ce forum Afrique demain après la crise sanitaire. Quelle responsabilité sociale de l'entreprise dans le domaine de la santé en Afrique? L'intitulé du panel « Face à la crise, quelle politique publique et opportunités d'investissement pour améliorer la santé en Afrique ?» va nous permettre en fait d'aborder l'après-Covid, en quoi cette menace d'une crise sanitaire qui n'a finalement pas eu lieu sur le continent pour l'heure est une opportunité pour mettre en place des politiques publiques en partenariat avec les secteurs privés pour renforcer les systèmes de santé, de soins et de protection sociale sur le continent, et ce, comme on le sait, dans un contexte de crise économique bien réelle pour le coup sur le continent et de contraction budgétaire.
Alors, on le sait, hein, les pays membres du G20 ont annoncé en mars 2020 déjà leur intention d'injecter plus de 5 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale pour contrer les répercussions sociales, sanitaires, économiques et financières de la pandémie de la Covid-19. En Afrique, les plans de riposte ont été chiffrés à au moins 100 milliards de dollars, alors qu'il en faudrait plus du double pour également financer les plans de relance économique. Malgré tout, les nouvelles sont parfois aussi bonnes. Hausse de l'espérance de vie depuis une bonne vingtaine d'années, vaccination notamment contre la tuberculose, baisse de la mortalité infantile est liée au paludisme, prévention contre le sida. Les indicateurs santé progressent en Afrique, mais il n'empêche, cette crise mondiale a mis en évidence tout de même la fragilité des systèmes de soins et de santé en Afrique et donc la nécessité d'investir dans ces mêmes systèmes de santé pour les rendre plus résilients, mais aussi accélérer la coopération et le partenariat entre les acteurs publics et les secteurs privés pour riposter efficacement aux situations d'urgence sanitaire qui sont souvent nombreuses et aiguës sur le continent. Car on le sait, placés sous contrainte budgétaire avec une contraction des recettes et une faible fiscalité, les gouvernements ont peu de marge de manœuvre, alors que les entreprises, au contraire, sont souvent très engagées. On vient de le voir avec l'audit qui a été rendu public il y a quelques minutes. Les entreprises sont donc de plus en plus engagées dans des démarches RSE et de performance extra-financière pour être plus performantes. Capacité financière, expertise, logistique, leurs atouts sont très nombreux. Dans ce dialogue public-privé, quelle place aussi pour les bailleurs et les donateurs pour financer et co-investir dans la santé et le renforcement des systèmes sanitaires? Les périmètres d'intervention sont nombreux, couverture sociale et santé, financement innovant, digital, chaîne d'approvisionnement, centre de soins, gestion des données, mesures d'impact. Pour répondre à toutes ces questions durant ce panel qui va durer donc une petite heure, trois invités, vraiment des spécialistes sur les questions de santé pour l'Afrique. Gabriel Fessus, bonjour. Vous êtes chef de l'unité santé, éducation et culture à la Commission européenne à Bruxelles, précisément à la Direction générale de la coopération internationale du développement DEVCO. Gabriela, vous êtes également membre du conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Élodie Doussa, bonjour, vous êtes directrice d'investissement senior à BPI, la banque publique d'investissement française qui investit dans plusieurs fonds dédiés au continent africain, notamment le fameux dispositif Averroès. Élodie, vous avez plus de 12 années d'expérience dans le marché du capital investissement et vous avez rejoint BPI en 2018. Corneille Traoré, bonjour, vous êtes docteur d'État en médecine et en santé publique. Vous avez été directeur de la santé de la commission UEMOA et expert de l'Union africaine. Vous êtes actuellement membre du comité de pilotage du programme intégré de lutte contre les vecteurs en Afrique de l'Ouest de l'agence de l'Union africaine AUDA-NEPAD. C'est à vous que je m'adresse, Corneille, pour cette première question assez générale, mais qui va nous permettre de passer en revue un peu la situation actuelle sur le continent. Quelle analyse faites-vous de l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur le continent et sur les programmes de financement qui sont actuellement menés dans le secteur de la santé? Et puis, quelles sont les priorités en matière de santé et de système de soins pour l'agence AUDA-NEPAD? Bien, merci Philippe, merci à Eric et à toute l'équipe pour m'avoir associé à cette conférence extrêmement importante de mon point de vue. Je voudrais tout d'abord dire que ce thème est très pertinent, je dirais extrêmement pertinent pour les pays africains et entre dans la dynamique que nous essayons au niveau, aussi bien au niveau des États qu'au niveau des regroupements sous-régionaux, cette dynamique un peu de réaction, non seulement au Covid, mais également disons, d'introspection pour revoir nos systèmes de santé qui, comme vous l'avez dit,
ont été largement, j'allais dire, indexés lors de cette crise. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, la pandémie Covid a fortement impacté le secteur de la santé. Et pour ne pas m'étendre sur les autres aspects, elle a beaucoup impacté le financement du secteur de la santé à travers deux grandes orientations. D'abord, on a constaté une perturbation du système de financement. Ça a été un peu la première réaction, la première constatation que nous avons pu faire. Et ensuite, bien sûr, une conséquence qui en découle un peu, c'est la réduction du volume des financements. Alors, pour en revenir à la perturbation, nous avons remarqué une réorientation des financements qui étaient destinés à des programmes, à certains programmes concernant la surveillance, la détection et la prise en charge des cas de Covid. Il a fallu aller ponctionner sur les programmes bien établis, classiquement mis en œuvre dans nos États, et aller ponctionner ou supprimer certaines actions pour pouvoir renflouer les besoins d'organisation d'activités de surveillance, de détection et de prise en charge du Covid. Comme vous l'avez constaté au début, aucun État ne s'y attendait et du coup, les budgets n'étaient pas élaborés en conséquence. Donc, il a fallu réagir et cela a entraîné, donc, comme je l'ai dit, une réorientation des financements. Second point, au niveau des ressources humaines et des ressources matérielles, là également, nous avons vu un redéploiement des ressources humaines et matérielles vers des centres et des structures qui sont dédiés à la lutte contre le Covid. Cela a entraîné des manques à gagner dans certains services où les soins courants, les activités courantes de prise en charge des autres pathologies ont beaucoup souffert. Du coup, l'ensemble du système s'est trouvé un peu, j'allais dire, désaxé, déséquilibré, et on a eu, donc, sur ce plan-là, un certain nombre de répercussions, j'allais dire, quelque peu négatives. Au second point, comme je disais, la réduction du volume des financements. Bien sûr, si vous l'avez bien suivi au niveau de la plupart de nos pays, les gouvernants ont dû opérer des régulations budgétaires. C'est-à-dire repartir devant l'Assemblée nationale pour dire « Ah, le budget 2020 qu'on avait adopté, voilà, ben, il faut couper. Il faut faire des coupes dedans pour pouvoir s'attaquer à la pandémie. » Donc, ces régulations budgétaires donc, ont, bien sûr, avec pour objectif noble de réduire, d'atténuer un peu l'impact économique de la crise sur l'ensemble des secteurs, que ce soit le commerce, les transports, l'industrie, etc. Mais du coup, en tant que régulation, ça réduisait les ressources au niveau du secteur de la santé qui se retrouvait un peu à ne pas savoir comment gérer le peu qu'on lui donnait pour faire face à des programmes qui, pour lesquels étaient déjà engagés, étaient en plein déroulement, en pleine implémentation, et cela aussi a été assez notable. Et enfin, je crois, pour parler de ce point de réduction des volumes de financement, on a constaté que l'aide qui était ciblée pour des programmes de santé a été quelque peu réduite aussi également pour plutôt passer en faveur d'un appui global à l'économie des États membres, à l'économie nationale en général, où excusez-moi le terme, le ministère de la Santé, ou en tout cas le secteur de la santé, n'avait pratiquement plus son mot à dire. L'aide venait et était, j'allais dire, dispatchée dès là-haut, souvent la présidence, le premier ministère, pour faire face aux problèmes économiques qui étaient posés, le secteur de la santé étant considéré comme étant une des mamelles, mais pas la seule, qu'il fallait approvisionner. Voilà, Philippe, ce que je peux dire pour cette question. On pourra encore revenir là-dessus si nécessaire. Merci. Voilà. Merci Corneille pour cette présentation générale des conséquences
de la pandémie de la Covid-19 sur les systèmes de soins et les ripostes, on va dire, budgétaires des États africains. Gabriela, même question. Quel constat général faites-vous de cette crise liée à la pandémie de la Covid-19 sur le continent? Et puis, évidemment, quelles sont les conséquences sur vos programmes d'intervention au niveau de l'Union européenne dans les secteurs de la santé et des soins en Afrique? Merci beaucoup. J'espère que tout marche bien, mon système. est très intéressante, les présentations que nous avons écoutées aujourd'hui. Ce que nous avons constaté, en fait, que face à la crise, il y avait une prolifération des programmes à court terme. La Commission européenne a réagi en soutenant différentes initiatives. Nous avons aussi joignant les financements de la Commission, des États membres, la Banque d'investissement européenne, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et nous avons mobilisé plus de 37 milliards d'euros pour soutenir les systèmes de la santé, mais aussi pour mitiger l'impact économique et social. Et en fait, ce que nous avons vu, notre préoccupation principale est encore les affaires secondaires. Dans le continent, les affaires secondaires en termes de disruption des services essentiels de la santé. Et ça, c'est très important d'adresser. Pour nous, c'est très important le renforcement des systèmes de la santé. Parce que ce que maintenant nous voyons, comme je disais, il y a beaucoup de programmes à court terme. Mais l'enjeu est vraiment d'accompagner nos pays partenaires sur le long terme et avec des autres bailleurs du fonds. Maintenant, le nouveau cycle financier 2021-2027 représente une opportunité de financer davantage des programmes de la santé. Et comme vous avez aussi dit, maintenant, la crise est une opportunité de, en fait, augmenter les dépenses dans le domaine de la santé. Et dans notre perspective, vous savez que l'Union européenne contribue aux initiatives globales comme Fonds mondial, Gavi et les autres, mais pour nous, c'est très important aussi de soutenir les programmes bilatéraux dans le continent. Et en fait, nous voyons aussi une opportunité importante parce que le Conseil européen de 16 octobre, dans le contexte des discussions sur la relation entre Afrique et l'Union européenne, a annoncé un soutien renforcé au système de santé en Afrique et aussi a déclaré que la santé est un des domaines de coopération où la coopération doit être augmentée et aussi les investissements. Et là, pour nous, c'est très important de voir comment inclure une dimension de coopération plus étroite entre le secteur public et le secteur privé. Et bon, nous allons discuter ça aujourd'hui parce que vous avez déjà mentionné quelques domaines, par exemple la digitalisation, qui est une des grandes priorités pour l'Union européenne. Je vous propose de parler du privé un peu plus tard. OK, alors je m'arrête là. Hein? Merci. Merci, Gabriela. Élodie, quels sont les domaines d'intervention de BPI dans les secteurs de la santé en Afrique via vos véhicules d'investissement? Vous êtes essentiellement, en tout cas pour l'Afrique, souvent fonds de fonds. Comment vous opérez dans le secteur de la santé? Et si oui, quelles sont les inflexions que vous avez dû opérer du fait de la crise liée à la pandémie de la Covid-19? Très bien. Merci Philippe et merci de m'avoir convié à participer à ce panel et à Thierry qui a déjà fait la part belle à BPI France dans le soutien qu'on apporte pour que la dimension RSE soit plus prise en compte en France. On essaie aussi de faire la même chose sur le continent africain. Donc en fait, BPI France, au-delà de son action sur le marché français, investit depuis près de 20 ans en Afrique, uniquement dans des fonds d'investissement, donc nous n'investissons pas en direct. Nous avons investi dans à peu près 25 fonds de capital investissement
africains qui ont eux-mêmes levé, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près 1,2 milliard d'euros qui ont été déployés dans plus de 150 sociétés africaines, de la start-up à la grande, aux grandes PME. Parmi toutes ces sociétés, il y a une belle partie qui sont des sociétés dans le secteur de la santé, qui a toujours été un secteur très important pour les fonds que l'on a soutenus historiquement dans la santé. Donc nous avons des investissements par le biais de nos fonds dans le secteur de la pharmacie, dans le secteur des équipements médicaux. Nous avons aussi une exposition à des réseaux de cliniques ou de laboratoires, des centres médicaux ophtalmologiques, des centres d'imagerie médicale. Nous avons même une clinique qui est spécialisée dans le traitement de l'infertilité. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on est un acteur public qui soutient donc le marché du capital investissement africain et donc le secteur privé de manière indirecte. Et au-delà de l'investissement financier que nous faisons, nous souhaitons, parce que ça fait partie de nos engagements, participer au financement d'une croissance qui sera durable et inclusive sur le continent africain. Et ça passe évidemment par l'ODD numéro 3 dont on parle beaucoup depuis ce matin, qui permettrait à tout le monde de vivre en bonne santé. Après, si je réponds à votre question sur quel a été l'impact en fait de la crise du Covid-19 à notre niveau, je dirais qu'à notre propre niveau, BPI France, eh bien tout simplement ça renforce notre engagement sur le continent africain, de continuer de soutenir et encore plus fort les fonds de capital investissement et aussi la création de nouveaux fonds. Thierry en parlait tout à l'heure. C'est très important parce que ce sont ces experts notamment qui vont permettre d'aller investir dans un certain nombre de sociétés dans le domaine de la santé, mais je pense aussi à d'autres secteurs qui sont extrêmement prégnants comme l'éducation ou l'inclusion financière. Et en fait, par le biais de notre action, nous souhaitons aussi continuer d'avoir cet effet de levier en attirant d'autres investisseurs, notamment privés, qui seraient intéressés à venir soutenir ces fonds de capital investissement et donc de leur donner les moyens de pouvoir déployer leur stratégie d'investissement, notamment dans la santé. Je vous donne un exemple très concret. Donc, nous sommes en train de lever un 4e véhicule. Nous avons fait un premier closing à 55 millions. La taille cible est de 100 millions. Le reste sera levé auprès d'investisseurs tiers. Nous sommes en train de réaliser 2 investissements actuellement. Et dans l'un d'entre eux, l'un de ces 2 fonds que nous regardons actuellement, il y a déjà 4 investissements en portefeuille, dont 2 sont dans le secteur de la santé. Et donc, ça fait le lien avec mon deuxième point, qui est l'impact au niveau des fonds que nous soutenons et que nous continuerons de soutenir. Le secteur de la santé a toujours été, comme je l'ai dit, un secteur très, très important, mais il va, je pense, prendre une place encore plus prégnante dans les portefeuilles, parce que, évidemment, au-delà du fait que la crise du Covid a mis en exergue les besoins criants d'investissement dans ce secteur, ça représente pour les fonds d'investissement un secteur évidemment défensif. Ils vont peut-être faire moins d'investissement dans le B2C, par exemple, dans le retail, et faire plus d'investissement dans le secteur de la santé, aller vers des secteurs et des business models résilients, au même titre que les business models digitaux ou tech-oriented. Voilà. Merci Élodie. Il serait très intéressant de vous entendre un peu plus tard aussi sur le partenariat public-privé parce que vous êtes très bien placé pour en parler. BPI est une banque publique. Vous êtes fonds de fonds dans des fonds, pour le coup, privés qui investissent en entreprises privées. Donc, vous êtes vraiment un maillon du partenariat public-privé. Donc, il serait très intéressant de vous entendre un peu plus tard. Mais là, je m'adresse de nouveau à Corneille. Selon vous, quelles devraient être à présent les priorités des politiques publiques de santé sur le continent et comment voyez-vous ce fameux partenariat public-privé pour améliorer les indicateurs santé sur le continent? Ok, merci Philippe. En termes de priorités, il faut dire qu'actuellement, aussi bien la pandémie Covid que celle qui a précédé à notre niveau ici dans la sous-région ouest africaine, l'épidémie d'Ebola, nous a révélé que nos systèmes de santé souffrent principalement du fait qu'ils ne sont pas bien préparés à riposter aux épidémies. Ça, c'est vraiment la première faiblesse qui a été diagnostiquée dans l'ensemble des pays et plusieurs études l'ont démontré. Et donc, une des priorités que nous avons notées qui a été mise à jour vraiment avec la pandémie du coronavirus, c'est
effectivement comment bâtir des systèmes de santé qui puissent être proactifs, qui puissent être réactifs et qui puissent enchaîner le système surveillance, détection et riposte de façon harmonieuse sans que vraiment les populations n'en souffrent et qu'on vienne après un peu tard comme le médecin après la mort. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons mettre en place des unités qui permettent d'organiser, de suivre l'apparition des épidémies. Donc un système d'information sanitaire performant, un système de collecte de données performant qui va depuis le sommet jusqu'au niveau de la communauté, j'allais dire, qui a ces ramifications au sein de la communauté avec une détection précoce et une réponse rapide. Et comme vous le savez, dans beaucoup de pays, il y a des centres d'opération et pour la réponse aux urgences sanitaires qui ont été créés. Nous avons des instituts nationaux de santé publique qui ont été créés, qui essaient de travailler en réseau pour pouvoir effectivement mettre en place cela. Et comme vous l'aviez signalé en me présentant, au niveau de l'Union africaine, nous avons donc ce CDC africain qui est basé à Addis Abeba, donc le centre de détection et de réponse au niveau africain. Et au niveau des 5 communautés économiques régionales, nous avons également des CDC, dont le CDC ouest-africain qui est basé à Abuja et qui interagit avec l'ensemble des centres nationaux donc de détection et de réponse aux épidémies. Donc ça, c'est la première priorité. Il faut que ce système-là fonctionne. Il faut qu'il y ait des règles qui permettent que les données soient traitées à temps. Et actuellement, nos pays sont en train de s'équiper et de s'organiser pour faire cela au mieux. Ça, c'est la première priorité. La seconde priorité, c'est maintenant comment faire en sorte que, comme on l'a évoqué, le financement du secteur puisse effectivement mettre l'accent sur la surveillance, la lutte contre ces épidémies, sans pour autant perturber les structures de soins classiques. Je l'avais évoqué dans ma première intervention. Il ne faut pas qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul. Et c'est ce qui est le problème. Il faut que les autres structures continuent à fonctionner de façon régulière et normale pour la prise en charge des autres affections. Comme vous le savez, en Afrique, on a de plus en plus des problèmes de maladies non transmissibles, même si les maladies transmissibles sont toujours très importantes. Les épidémies sont là, les maladies tropicales négligées, comme cela a été évoqué, nous embêtent toujours, mais il faut qu'il y ait une bonne gouvernance pour harmoniser tout cela. Voilà un peu les priorités et bien sûr, pour ne pas l'oublier, j'allais dire le nerf de la guerre, en dehors de l'argent, les ressources humaines. Il faut des ressources humaines, surtout bien formées et surtout conscientes de leurs responsabilités et dévouées pour faire face à une épidémie comme celle que nous sommes en train de vivre. Merci Corneille. Gabriela, l'essentiel de vos financements européens sont plutôt fléchés vers du public ou des organisations multilatérales, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Fonds Gavi ou l'OMS. Est-ce qu'une partie de vos financements sont quand même dirigés vers le privé? Et si oui, quels acteurs? Des cliniques, des organisations de médecins, que sais-je? Est-ce que vous avez envie et est-ce que vous en ressentez le besoin de renforcer ce partenariat public-privé pour être plus opérant et plus performant, plus concret aussi, plus proche du terrain auprès des populations? Oui, merci. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, pour nous, une des grandes priorités est de renforcer les systèmes de la santé. Nous voyons aussi en Afrique que le secteur privé est assez actif, en fait, dans le domaine de la santé. Il y a quelques contextes où c'est le secteur privé qui vraiment assure la provision des services importants.
Pour dire la vérité, pour nous, dans le domaine de la santé, la coopération avec le secteur privé est assez nouvelle. C'est quelque chose que nous voulons vraiment renforcer. C'est aussi très important quand on voit que les ressources publiques sont plus limitées. C'est très important de mobiliser les autres acteurs aussi. Pour donner un exemple que nous avons commencé assez récemment, parce que c'est un exemple concret de coopération avec le secteur privé, ça s'appelle la plateforme de diagnostic pour l'Afrique, qui, avec le soutien de la Commission, est mise en œuvre par la Banque européenne d'investissement en collaboration avec la Fondation Bill et Melinda Gates. Et en fait, cette plateforme facilite les partenariats publics-privés visant à améliorer l'accès à des services de laboratoire de qualité pour les plus pauvres. Alors ça, c'est un des premiers exemples. Nous avons commencé cette coopération l'année passée, mais en fait, c'est vraiment quelque chose que nous voulons vraiment renforcer. Bien sûr, pour nous, c'est très important qu'il y a une universal health coverage, couvrage universel, et on veut bien sûr éviter les paiements de la population pauvre, qui s'appelle, je sais la terminologie en anglais, out-of-pocket payments. Et ça, il y a des principes, mais aussi, en fait, pour dire les chiffres, nous voyons aussi que c'est le secteur privé qui fournit environ 90% des emplois dans les pays en développement. Et alors, un partenariat avec le secteur privé est très essentiel dans la lutte contre la pauvreté aussi. Et maintenant, vous savez, en Europe, il y a des grandes priorités géopolitiques, qui est le Green Deal, la digitalisation. Alors, ce que nous allons voir maintenant, comment nous pouvons aussi soutenir le secteur privé dans le cadre de coopération de ces grandes priorités. Vous voyez, parce que nous essayons, comme je disais, d'avoir plus de programmes bilatéraux en Afrique et nous concentrons sur les pays où les indicateurs de développement humain sont les plus mauvais. Ça, c'est en fait une orientation. Mais aussi, nous voulons vraiment renforcer, inclure le secteur privé et le secteur de la santé aussi dans les autres domaines où il y aura des fonds très importants mobilisés. Et la digitalisation, je pense, c'est un exemple où nous allons voir, mais aussi si on regarde par exemple les pharmacies, manufacturing, oui. Alors, je m'arrête là. C'est juste une dernière chose, que nous avons aussi des fonds de garantie. Des fonds de garantie, ça c'est aussi assez nouveau pour DEFCO. Mais là-bas aussi, nous allons voir la possibilité d'avoir les investment windows, des catégories d'investissement pour le développement humain, où nous pouvons aussi soutenir le secteur privé. Merci. Merci beaucoup, Gabriela. Vous venez de le dire, hein, 80-90% de l'emploi en Afrique repose sur le privé. Et dans ce chiffre, la plupart, ce sont des PME. Au moins 80% de l'emploi en Afrique repose sur les PME. Alors, ma question est très, très simple, Élodie. Comment on fait pour adresser les PME, pour renforcer l'accès aux soins en Afrique par l'activité que vous opérez, donc l'investissement, enfin le capital investissement sur le continent. Et ma question va être finalement assez triviale. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent en investissant dans le secteur de la santé en Afrique pour pouvoir convaincre en effet des investisseurs de venir en Afrique sur ce secteur? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, que doit-on dire à des patrons de PME ou des patrons d'entreprise pour être plus engagés dans la RSE, chez eux, dans leur entreprise, pour améliorer l'accès aux soins de leurs propres collaborateurs? Ça fait beaucoup de questions. Vous avez 5 minutes. OK. Donc déjà, oui, vous disiez tout à l'heure, on est un vrai mariage entre effectivement le
public et le privé. Donc, BPI France est une entreprise publique, donc avec des guidelines, une raison d'être qui est définie aussi en partenariat avec nos actionnaires que sont le gouvernement français et la Caisse des dépôts. On travaille en collaboration étroite avec ProParcours, donc qui est la filiale du secteur dédié au secteur privé de l'Agence française de développement. Et au sein de nos véhicules, on accueille aussi des investisseurs qui peuvent être publics, mais qui peuvent être aussi des investisseurs privés. Ensuite, notre démarche en Afrique, alors pas par le biais forcément de l'équipe que je gère, mais BPI France peut aussi intervenir auprès d'institutions publiques, fonds souverains ou équivalents de caisses pour proposer ces services plus d'accompagnement pour permettre de structurer justement un accompagnement des entrepreneurs et des PME et de créer des produits, on va dire, BPI France-like. Gabriela a parlé de fonds de garantie, donc on accompagne par exemple certains États, notamment des États africains, je pense au Sénégal ou par exemple à la Tunisie, sur ces problématiques. Après, en ce qui concerne l'activité que je chapeaute, donc l'activité de fonds, donc là, on s'adresse directement au secteur privé puisque nous investissons uniquement dans des fonds de capital investissement, donc qui ont la particularité de n'investir que ou quasiment que dans le secteur privé. À partir de là, comment est-ce qu'on fait pour les faire investir dans la santé? Alors, on n'a pas besoin de faire grand-chose dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, le secteur de la santé est depuis longtemps identifié par ces fonds comme un secteur qui est très intéressant puisqu'il va répondre à des besoins criants que malheureusement le secteur public dans beaucoup de pays africains n'arrive pas à juguler seul. Et donc, il y a cette possibilité effectivement de pouvoir obtenir des rendements financiers qui peuvent être intéressants, sachant que je tiens à préciser qu'en Afrique, il est très rare d'utiliser du levier financier, donc beaucoup d'ingénierie financière, les fameux LBO dont on peut parler ailleurs, mais tout en ayant un impact aussi positif sur son écosystème. Et là, en fait, notre rôle, et aussi le rôle de ProParcours et d'autres DFI, c'est par le biais de nos investissements, en fait, de ne pas être juste de l'argent, mais aussi une voix, puisque nous avons toujours des sièges au comité consultatif des fonds pour pouvoir justement nous exprimer. Et aussi, quand on fait des investissements quand on est en due diligence avant d'investir, on va aller vérifier un certain nombre de bonnes pratiques en matière de RSE. Je vous cite un exemple très, très concret. J'étais en due diligence sur site au Maroc la semaine dernière, juste avant le confinement. J'ai eu la chance de pouvoir voyager. Et donc, on a visité une usine qui fabrique des moteurs de voitures, un centre de logistique. Et donc, aller voir s'il y a un directeur Health and Safety, par exemple, échanger avec le directeur en charge de toutes les problématiques ESG au sein de ces fonds, c'est quelque chose que l'on fait. Ensuite, quand on est sur le point d'investir, on signe donc un bulletin de souscription et donc il y a une documentation juridique qui est adossée à notre investissement dans lequel tous les fonds dans lesquels nous investissons s'engagent en termes de bonnes pratiques de RSE. Donc, par le biais de nos investissements, je veux dire qu'on met une saine pression pour que les fonds n'aillent pas investir dans certains secteurs que l'on exclut de facto, notamment ceux qui sont trop émissifs. Et donc, quand on parle de l'environnement, c'est aussi lié à la santé. Donc c'est tout ça que l'on arrive à faire par le biais d'un investissement. Donc, ça peut effectivement paraître trivial de dire on met de l'argent, mais la manière dont on structure l'investissement, l'engagement que prend le fonds aussi en termes de reporting, de mettre en place des plans d'action au niveau de ces sociétés et de les suivre, ça, c'est quelque chose qui est très important, sachant que les levées de fonds en Afrique, elles sont très compliquées. Donc, les fonds sont obligés, entre guillemets, même s'ils sont déjà ouverts à ces sujets, de nous écouter sur ces sujets. Sinon, la pompe d'argent, elle va se tarir, tout simplement. C'était très intéressant, Élodie. En fait, on vient de comprendre que l'activité du capital investissement a un double levier. Il y a un levier financier capitalistique qui est quand même très important si on veut développer une activité, exactement, y compris en Afrique, surtout en Afrique. Mais il y a aussi un deuxième levier
qui est l'accompagnement des entrepreneurs vers une démarche RSE plus engageante auprès de leurs collaborateurs. Est-ce que j'ai bien résumé votre propos ? C'est exactement ça. On n'est pas là juste, on n'est pas de méchants financiers qui venons juste pour faire du profit, mais on essaye de faire ça pour que justement qu'il y ait le développement d'une croissance qui soit inclusive et durable. Alors justement, Corneille, comment voyez-vous la complémentarité entre les politiques publiques, vous venez de le dire, qu'il faut renforcer, améliorer, et la nécessité aussi pour le privé d'être plus engagé dans des démarches, des dynamiques RSE auprès de leurs collaborateurs? Merci. Effectivement, nous l'avons constaté dès le début de cette pandémie, le secteur privé a énormément contribué aux actions de renforcement des systèmes de santé à travers une collaboration étroite, j'allais dire, pour identifier les besoins prioritaires des services de santé et faire des donations conséquentes. Ça, nous l'avons vécu et heureusement que cela d'ailleurs a existé. Ça a permis de faire face vraiment aux premiers problèmes qui se posaient à nos systèmes de santé. Et cette collaboration doit maintenant, je pense, cette collaboration ponctuelle, comme l'avait dit Gabriela, je crois, doit maintenant laisser la place à des appuis beaucoup plus structurés, à des relations beaucoup plus durables, j'allais dire à titre de contractualisation avec les services de santé, avec les ministères en charge de la santé, surtout dans le domaine de l'équipement, de la maintenance et du renouvellement des équipements et des infrastructures, qui est un domaine qui est assez, on a constaté, qui est assez faible dans nos structures. Au début, le public a essayé de s'en charger, on s'est rendu compte que c'était un véritable fiasco. Et ces dernières années, le privé est en train d'exceller dans ce domaine. Je n'ai pas tellement mon domaine, je ne m'y connais pas bien, mais je sais que beaucoup d'entreprises privées maintenant signent des contrats plans avec des hôpitaux, avec des structures hospitalières, avec des institutions du secteur de la santé, et signent des conventions, signent ce qu'on appelle le leasing, c'est-à-dire équiper des structures sanitaires, maintenir, entretenir les équipements qu'ils ont fournis à ces structures-là, afin que ces équipements puissent être non seulement mieux entretenus, mais puissent être rentables, puissent être amortis selon les règles de l'art. Parce que dans nos hôpitaux, nous avons souvent des cimetières d'équipements qu'on aurait pu sauver si, j'allais dire, la maintenance curative et préventive avait été bien faite. Alors, je pense que c'est là le domaine, en tout cas pour ce qui nous concerne et ce que nous voyons en tant qu'agents de santé, c'est là que la collaboration entre le privé et le public pour nos pays à l'heure actuelle peut être vraiment efficace et aller très vite, parce que tout le monde a pris conscience que le privé est mieux placé pour vraiment gérer tous ces problèmes. Et mieux, comme l'a dit, excusez-moi, Élodie tout à l'heure, les entreprises privées font un travail d'innovation qui est extraordinaire. Et il y a en permanence, j'allais dire, des nouveautés qui arrivent, des choses qui améliorent le quotidien des agents de santé. Je suis médecin, je sais de quoi je parle. Rapidement, vous avez un appareil qui avait des limites et très vite, le privé vous propose le même appareil avec une amélioration très importante qui vous permet vraiment de faire de meilleurs diagnostics. C'est un exemple que je prends. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau, le renforcement des compétences à travers la vulgarisation de ces innovations qui sont portées par le secteur privé va contribuer aussi à rendre les systèmes de santé beaucoup plus résilients. Et maintenant, par rapport à la RSE, bon, je pense que si les entreprises privées quittent un peu le domaine de la philanthropie, des dons ponctuels, etc., comme je l'ai dit, et s'engagent dans le développement durable tel que prescrit par les ODD,
il va de soi que ces entreprises vont avoir tendance, excusez-moi le terme, à aller vers la mise en œuvre de la RSE. Parce que la réflexion va être automatiquement, comme l'a dit Elodie, il ne s'agit pas seulement de chercher de l'argent, d'avoir des bénéfices financiers, mais il s'agit également de voir dans quelle mesure on contribue au développement durable de ces pays, sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan économique, etc. Et là, ça va aller vers la RSE, qui n'est pas très développée encore en Afrique, ou du moins, beaucoup d'entreprises n'ont pas encore pris le pas pour aller s'engager franchement là-dedans, mais je pense que cela est en train de venir et nous avons quelques exemples qui montrent que ça bouge en dehors des pays cités, Tunisie, Maroc, etc. En Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Centre également, il y a des pays qui sont en train de fournir des efforts où les entreprises sont en train de s'organiser, des fois avec ou sans l'appui des pouvoirs publics, avec les ONG, pour aller résolument vers la mise en œuvre de la RSE. Merci Corneille, c'était vraiment très intéressant. Gabriela, on vient d'entendre Corneille, qui est pourtant un spécialiste des politiques publiques et qui vient de nous dire que sans doute l'amélioration de l'accès aux soins et à la santé en Afrique passe par le privé. Est-ce que ça ne vous incite pas, vous, à l'Union européenne, sans évidemment remettre en cause vos politiques et vos engagements auprès d'organisations multilatérales, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le Gavi, le Fonds mondial ou l'OMS, sans remettre en cause évidemment des aides que vous faites auprès des gouvernements, mais de peut-être prioriser un peu plus encore le privé, les entreprises, les cliniques, les pharmacies dans vos appuis financiers pour vraiment être encore plus efficace dans l'amélioration de l'accès aux soins et à la santé en Afrique. Oui, merci beaucoup. Très intéressante. Bon, pour nous, c'est clair que nous avons besoin d'un mix de financement et aussi un mix des acteurs dans le domaine de la santé. Parce que les besoins sont énormes et il y a un financing gap. Pour nous, en termes d'engager avec le secteur privé, nous avons aussi quelques principes clairs qui nous guident quand nous soutenons le secteur privé, parce que c'est très important pour nous qu'une entreprise privée contribue d'une manière efficace à la réalisation des objectifs de développement, comme la réduction de la pauvreté. Et aussi, c'est important que le soutien offert ne doit pas fausser les conditions du marché et doit être octroyé dans le cadre d'un système ouvert, transparent et équitable. Et aussi, il y a un effet de démonstration claire susceptible de catalyser le développement du marché en intégrant aussi des autres acteurs de privé. Et finalement, c'est aussi important pour nous qu'il y ait un respect des normes sociales, environnementales et aussi fiscales. Aussi, pour nous, c'est important que nos interventions soient adaptées au contexte local et aussi contribuent, comme je disais, à la couverture sanitaire universelle. Et alors, en vue de garantir l'accès universel aux services, c'est très important aussi la réglementation, que les gouvernements devraient réglementer effectivement tant l'action des prestataires du service du secteur privé que celle des prestataires du secteur public. Et aussi, les parlements devraient renforcer la législation et aussi faire la surveillance nécessaire. Et c'est très important aussi qu'il y ait les conditions qui sont favorables pour les entreprises à ouvrir, à commencer leur activité dans la santé publique. Et nous voyons aussi la nécessité d'éliminer des obstacles réglementaires de l'investissement. Et aussi, nous essayons d'assurer que des paramètres de transparence et de responsabilisation conformes aux impératifs de santé publique soient appliqués. Et finalement aussi, qu'il y a une bonne gouvernance. J'ai expliqué tout ça parce que je pense que c'est important de voir aussi quels sont les principes qui guident aussi la coopération et l'aide
l'aide publique pour nous. Mais comme je disais, la coopération avec le secteur privé dans le domaine de santé, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Et pour moi, le panel, aujourd'hui, notre discussion est très utile parce qu'en fait, c'est juste que maintenant qu'on va faire la planification pour les 10 années qui viennent avec le perspective financière. Et pour moi, personnellement, c'est très important que nous avons une dimension secteur privé aussi. Et je peux vous dire aussi que ce n'est pas une discussion facile. Aussi dans DGDEFCO, où je suis maintenant. Quand on parle de la public, de la secteur de la santé, secteur santé, parce que comme je disais, on doit toujours expliquer que c'est la population pauvre, c'est pas qu'ils vont payer out-of-pocket payments, c'est pas seulement pour profit. Alors, comme je disais, c'était très intéressant et je vais aussi peut-être rester en contact avec vous pour aussi échanger un peu plus dans les semaines qui viennent. Merci. Merci Gabriela, c'est formidable. Si ce panel a permis de renforcer le dialogue public-privé entre différents intervenants et différents acteurs, ce panel aura vraiment servi à quelque chose. Merci à tous les trois. Merci à Gabriel Fessus, merci à Elodie Doussa et merci à Corneille Traoré. Je retiendrai 3 idées. Finalement et paradoxalement, cette crise Covid est sans doute une opportunité pour le continent en termes de résilience. Deuxième idée, oui, il faut renforcer les politiques publiques de santé et de soins. C'est une nécessité impérieuse pour être notamment plus réactif en cas de crise sanitaire. Et 3, oui, il faut d'urgence renforcer le partenariat, le dialogue public-privé pour améliorer l'accès à la santé et aux soins de toutes les populations africaines. Merci à tous les 3. C'est la fin de ce premier panel. Je rends la parole tout de suite à Éric Maville en le remerciant d'avoir organisé cette conférence, ce forum et ce panel. Merci et au revoir à tous. Voilà, bon, merci Philippe, merci à tous. Je dois dire que j'ai suivi tout ça avec beaucoup d'intérêt. J'ai trouvé ce panel d'un très bon niveau, avec énormément d'apports et d'analyses qui vont certainement intéresser à la fois les entreprises elles-mêmes, mais aussi les différents partenaires avec lesquels nous travaillons, notamment le Fonds mondial SIDA, tuberculose, paludisme, comme vous savez, avec qui nous avons un protocole d'accord pour engager le secteur privé. Mais je pense qu'on peut constater sur ce panel quand même un consensus sur le fait qu'aujourd'hui, le secteur privé, les entreprises sont des acteurs incontournables dans ces démarches de renforcement des systèmes de santé pour créer des systèmes de santé résilients et durables. On ne peut pas se passer, les acteurs privés ne peuvent pas se passer du public, bien évidemment, parce qu'il n'est pas question que les entreprises fassent des choses dans leur coin, mais surtout, on peut compter sur le secteur privé, c'est bien ce que la pandémie nous a montré. Alors, il y a 2 questions dans le chat avant que vous déconnectiez. Il y a 2 questions, je ne sais pas si Philippe, tu les vois dans le chat alors, Quentin Gaudissart, qui voilà, alors, il y a une première question qui est la politique de décentralisation. Alors, attendez, je vais me lever pour bien lire. La politique de décentralisation menée par beaucoup d'États africains ne donne-t-il pas plus d'autonomie aux régions en termes de choix des projets et de leur financement, et ce, y compris dans le domaine de la santé? Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'est de même la coopération et le financement des projets de santé menés via BCE, où des institutions mondiales passent par des appels d'offres fastidieux, lourdeur administrative, incompatibilité avec l'urgence, etc. Le partenariat public-privé de gré à gré sur des projets clairement définis permettrait, alors là c'est plus un commentaire, permettrait je pense d'être plus efficient et assurer la pérennité des structures si en plus de la structure, la formation continue est couplée aux infrastructures. Je crois que ça reprend les sujets de renforcement des compétences et des ressources humaines dont tous les 3 panélistes ont parlé. Donc, je ne sais pas si vous voulez faire un dernier commentaire peut-être là-dessus, les 3 panélistes, et sur ces 2 questions, enfin cette question plus ce commentaire. Sinon, on termine. Allô?
Oui. Peut-être Corneille. Oui. D'accord. Merci Philippe, merci Eric. Oui, je voudrais peut-être réagir sur la première question. Par rapport à la décentralisation donc, qui est menée dans la plupart des pays africains, c'est vrai, en principe, cette décentralisation donne aux régions une certaine autonomie, hein, et cela devrait se traduire par la possibilité de planification donc, régionale, même de captation de financement au niveau régional. Mais il faut dire que dans la mise en œuvre pratique de la décentralisation, en tout cas les pays que je connais bien de l'espace ouest africain, nous avons encore du chemin à faire. Parce que les États même, les politiques qui ont beaucoup travaillé à cette décentralisation peinent aujourd'hui à déléguer toutes les fonctions et toutes les ressources qui doivent aller avec cette décentralisation. Parce que l'État s'est engagé donc à déléguer un certain nombre de choses aux régions en termes de ressources humaines, de ressources financières, etc., qui permettraient à ces régions d'être suffisamment capacitées pour organiser leur propre planification et leur propre structure de négociation, de mobilisation de fonds, etc., pour pouvoir traiter avec les partenaires. Mais ce n'est pas le cas encore. Parce que si l'État central n'arrive pas déjà à concrétiser ce qu'elle promet aux régions, les régions n'ont pas les mains libres et les capacités pour aller, excusez-moi le terme, au-delà de cet État central, contracter des engagements avec des ressources. Moi, c'est ce que mon expérience me donne. Il y a des tentatives. Dans la plupart des régions, il existe un plan régional de ceci, cela, soit dans chaque secteur, soit un plan global, mais qui est souvent un peu sous-exploité, sous-utilisé par rapport aux référentiels nationaux qui sont plutôt mieux vendus par les autorités. Et deuxièmement, les modèles d'intervention de certains partenaires ne leur permettent pas souvent d'aller et de faire le dispatching au niveau des régions, d'aller traiter avec chaque région, parce que ça demande beaucoup plus de ressources à leur niveau, ça demande de se dupliquer un peu souvent pour pouvoir couvrir tout le pays, et souvent ce n'est pas à leur avantage. Ils préfèrent donc faire des négociations globalisées au niveau central, au niveau du gouvernement, et maintenant le gouvernement se charge de essayer de privilégier telle ou telle région. Voilà ce que je peux donner de ma petite expérience par rapport à cette question. Merci Corneille. Eric? Bien, merci à tous. Merci à toi Philippe encore pour cette excellente modération. On ne prenait aucun risque, on connaît ton professionnalisme et très franchement, vous nous avez livré un très beau panel. Je voudrais remercier les trois intervenants de leur disponibilité, et aussi nous allons rester, évidemment, prendre quelques suites, avec quelques contacts avec vous pour poursuivre ce travail. Merci encore à vous trois, et puis je vous rappelle que nous avons d'autres panels qui sont inscrits voilà, sur la journée. Donc si vous voulez les suivre, n'hésitez pas à nous rejoindre. À bientôt. Bye bye. Et au revoir. Au revoir. Au revoir, Gabriela. Allez, à très bientôt. Merci.